quelle est la question qui est traitée à travers ce livre? Il y en a plusieurs questions, puisque j'aborde différents domaines. Donc on pourrait dire qu'il y a au moins déjà 4 questions, puisqu'il y a 4 articles qui viennent répondre ces articles à des conférences que j'ai données dans des colloques dont le thème principal était la philosophie de Gilles Deleuze. Voilà, bon. Mais la question, effectivement, il y en a une principale, c'est celle qui concerne le désir et la liberté qui accompagne toujours la réalisation de ce désir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce désir et cette liberté telle que Deleuze le comprend? Eh bien, il faut comprendre que le désir, pour lui, déjà, c'est pas quelque chose qui est seulement de l'ordre ou principalement de l'ordre de l'imaginaire, du fantasme, des souhaits qu'on peut avoir. Pour lui, le désir est une force productive, force productive qui œuvre, qui est au contact de la réalité et qui la transforme. Du coup, mes 4 articles ont pour objectif principal de montrer comment il fonctionne, comment il œuvre, comment il produit dans la réalité même des effets de liberté. Alors, j'étudie ça à travers le masochisme, à travers le sadisme de Sade, et particulièrement le blasphème, et puis je l'étudie aussi dans une peinture qui n'est pas moderne, contemporaine, différente de Bacon, puisque Deleuze a écrit un livre qui s'appelle Francis Bacon. Bon, cette peinture très contemporaine, je montre que les concepts deleuziens fonctionnent et éclairent et enrichissent la lecture d'un peintre même très classique, très, dirons-nous, conventionnel, comme le Lorrain. Et puis enfin, il y a un aperçu politique, mais cette fois critique, sur ce que c'est qu'une république démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire, espace lisse et ligne de fuite, qui sont le titre de mon livre. Espace lisse, ligne de fuite. Ligne de fuite, eh bien, c'est un concept majeur chez Deleuze, où on doit comprendre que la fuite, telle qu'il l'entend, ça ne consiste pas à échapper à la réalité. Ça serait contradictoire puisque le désir, il est en prise sur la réalité. Donc la fuite, ce qu'il entend par fuite, ne consiste pas à s'échapper de la réalité dans l'idéal ou la rêverie, comme pour un certain idéalisme romantique. Il ne consiste pas à se replier sur soi-même dans une tour... Non. Il ne consiste pas non plus dans des fantasmes. Ce qui compte avec la fuite au sens de Deleuze, c'est de comprendre que c'est une fuite positive. Une fuite positive, c'est-à-dire une capacité de faire fuir les choses. Comme un tuyau qu'on peut crever, il se met à fuir. Et s'il fuit, c'est qu'on a réussi à faire une brèche pour faire partir le flux, l'énergie qui était contenue. Donc c'est une fuite active, c'est en ce sens-là, au sens de faire fuir les choses. Elle est donc éminemment positive et elle coïncide, cette fuite, avec l'ouverture de possibilités nouvelles. Donc la fuite va consister à ouvrir dans une situation donnée, trouver les brèches par lesquelles on va fendre un peu ce qui est durci, ce qui est plein, ce qui est clos, fermé sur lui-même, pour faire une petite brèche, une ouverture, faire partir quelque chose qui n'était pas prévu. On vit la plupart du temps, et c'est notre drame, dans des grandes oppositions. Jeunes, vieux. Normal, pathologique. Normal, malade. Ou bien homme, femme. Ou bien homme, ou bien femme. Ou bien homme, ou bien animal.
homme, animal, le ressortissant d'un pays, le natif et l'étranger, la guerre et la paix. Voilà, on a toujours de grandes oppositions, des gros blocs d'opposition. Et l'idée de Deleuze, c'est que, bien, ce sont des oppositions rigidifiées, qui sont des oppositions qui sont immobilisées, qui sont trop grosses pour être vraies, que la réalité est beaucoup plus subtile, et qu'en dessous de ces oppositions, par exemple entre ouvriers et patrons, c'est souvent l'exemple qu'il prend, hein, ou bien homme ou bien femme, il y a des réalités en mouvement, en devenir, des micro-réalités, et les grosses oppositions, ces gros blocs, ne sont que le résultat figé, durci, de ces mouvements moléculaires sous-jacents où ça s'agite, où il y a du mouvement, où il y a de la création. Voilà. Donc pour ligne de fuite, c'est clair, les lignes de fuite, c'est d'ouvrir, de faire des brèches dans ce qui est apparemment rigide et sclérosé pour dégager de nouvelles possibilités. Alors, maintenant, est-ce que je peux définir de la même façon l'espace lisse? Oui, c'est très simple. Il y a deux types. Deleuze essaie de prendre deux types d'espaces, lisses et striés, qui s'opposent, mais qui sont toujours solidaires, qui sont toujours imbriqués l'un dans l'autre. L'espace strié, on va prendre un exemple. Un espace strié, c'est un espace où tout est calculable, où tout est prévisible. C'est un peu l'espace de la science ou de la technologie, hein, où là, on a affaire à des choses dont on peut calculer principalement les trajectoires. Ou bien le mouvement est toujours conçu comme allant d'un point à un autre. Hein. Donc le trajet, il est défini par son point de départ, son point d'arrivée. Comme pour le TGV. Avignon, Paris, 2h40. Et du coup, on voit que dans ce type d'espace, le mouvement est à réduire au maximum. Pour le TGV, 2h40, c'est pas beaucoup par rapport à 7h, mais c'est encore trop. Donc il faudrait encore le réduire, c'est l'idéal. Pourquoi? Parce que le mouvement n'existe pas, il n'a pas de réalité. On perd son temps dans ces 2h40, on lit les journaux, etc. Voilà l'espace strié, c'est-à-dire un espace dans lequel les lignes sont préexistantes au mouvement ou à l'action. Tandis que ce qu'il appelle l'espace lisse, c'est un espace, non strié bien sûr, dans lequel ce ne sont plus les lignes ou les stries qui commandent, dirigent, orientent. Quoi? Le mouvement, et le mouvement du désir. C'est un espace donc nomade, pas de point d'arrivée, mais pas de point de départ, parce que ce qui compte, c'est le mouvement lui-même. La nomadisation, ou la promenade. Hein, par exemple, Henri Miller décrit une après-midi à Clichy, dans Paris, où il déambule. Mais il n'a aucun objectif, il ne se rend pas quelque part, il ne cherche rien à acheter, il ne fait pas de courses, il n'a aucun objectif. Mais il erre, il va, il se laisse porter de ci, de là, par les choses qu'il voit, les gens qu'il rencontre, etc. Donc, le mouvement, c'est-à-dire ce qui est entre le point de départ et le point d'arrivée, le mouvement pour lui-même, le entre, existe pour lui-même. Il prend une valeur. Et dans cette valeur, on est dans un type d'espace qui est complètement différent d'un espace géométrique, objectivé, objectivable et réductible à des calculs, quoi. Alors maintenant qu'on vient de définir les concepts principaux d'espace lisse et ses lignes de fuite, on va les voir fonctionner dans différents domaines. Alors le premier domaine que j'ai choisi, c'est de prendre le masochisme et de montrer que
le masochiste se crée une ligne de fuite dans un devenir animal, dans un devenir chien. Il est au pied de Vanda, Séverin est au pied de Vanda, il est son chien. Hein. Donc là, il y a, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce désir? Ben oui, c'est justement une ligne de fuite qu'il se crée, qui passe par un devenir chien. Pourquoi? Parce qu'il veut échapper à la dictature du plaisir. Dictature du plaisir qui entre en antagonisme avec le désir. Le désir, c'est pas le plaisir. Parce que le plaisir, c'est une jouissance qui met fin au désir. On dit une décharge. On se décharge du désir. Et c'est à cet impérialisme, à cette dictature du plaisir que veut échapper le masochiste. Donc il crée une ligne de fuite dans le désir, dans l'amour, dans la sexualité, qui est propre à lui et qui est sa ligne. Voilà pour le masochisme. Alors le sadisme. Alors c'est très intéressant parce que vous savez tous que Sade est un athée, peut-être le plus grand athée qu'il y ait eu, hein, qui s'en prend à la chimère déifique, comme il dit, etc. Bon. Mais voilà qui est étrange. Ce qui est étrange, c'est que cet athée qui dit que Dieu n'existe pas, ne cesse de s'en prendre à Dieu. Non seulement il s'en prend à Dieu, mais il a même des rites très spéciaux dans lesquels il provoque ce Dieu qui n'existe pas. Des sacrilèges par rapport à l'hostie, puisque dans un régime chrétien, dans le régime religieux, non, dans le christianisme, le catholicisme, Dieu est présent dans l'hostie. Le corps de Jésus est dans l'hostie. Et donc ce corps étant présent, il peut le salir, il peut le bafouer par toutes sortes de pratiques, etc. Donc, il jure, il blasphème. Et qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Il provoque, il cherche à provoquer Dieu pour que celui-ci l'anéantisse et le punisse immédiatement. Donc là, il y a toute une... avec le blasphème et le sacrilège, il fait un montage. Il fait tout un montage qui est un montage de désir et dans lequel il ouvre une ligne de fuite vers le grand autre, qui n'est pas. Ensuite, j'aborde la question de l'art et de la beauté dans l'art. Et l'intérêt de mon travail est de montrer que les concepts d'espace lisse, n'est pas seulement valable pour des peintures contemporaines, mais que dans la peinture classique, il y a déjà une production d'espace lisse qui est très principalement chez Lorrain, qui va être liée à la lumière. Et donc, montrer qu'il n'y a d'art véritable qu'à partir du moment où il y a un autre espace que l'espace géométrique, et que des espaces référenciables, calculables, etc., et où on a du lisse. Pourquoi la beauté des tableaux de Lorrain nous émeut tant? Elle a fait pleurer Nietzsche. Pourquoi il se met à pleurer en voyant ce tableau? Voilà. Eh bien, parce qu'il y a un espace de désir qui est superposé à l'espace très construit, très géométrique et perspectiviste qui était celui des classiques de son époque. Mais il y a déjà du lisse, et il y en a toujours et partout. Et puis enfin, la démocratie, l'étude a pour but de montrer que, contrairement à ce que nous croyons, la démocratie n'est pas un espace lisse. On voudrait croire qu'en démocratie, nous sommes dans un espace de rencontre parfaitement ouvert, et donc un équivalent d'espace lisse sur le plan politique, où on peut dire ce qu'on veut, on a la liberté d'aller venir. En fait, c'est peut-être une apparence.
c'est une apparence, c'est un simulacre. Et ce simulacre, il est produit par tout un espace strié, le contraire du lisse, c'est-à-dire un espace construit. Et je reprends la question du perspectivisme. Dans la peinture, on a la perspective, mais on l'a aussi sur le plan politique. Et ça, ce qu'avait vu ça, c'est Machiavel. C'est pour ça que dans cet article, il y a beaucoup de Machiavel. Et l'espace politique de la République démocratique, avec à sa base un contrat, en fait, est la mise en place d'un espace strié qui commande l'ensemble du fonctionnement et n'aboutit pas à un espace de liberté véritable qui serait le propre d'un espace lisse. Et donc on est peut-être dans l'illusion, et c'est pour ça que cette démocratie, et c'est très dangereux, et ça nous inquiète beaucoup, on y réfléchit tous en ce moment, elle commence à s'essouffler, et elle a été jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait donner depuis la Révolution française, avec les théories du contrat, etc. Mais ça s'essouffle, ça patine, on sent que ça ne marche plus. Et qu'est-ce qu'on a à mettre à la place pour défendre et créer des espaces de véritable liberté? Voilà le problème sous-jacent. Voilà. Donc, vous allez me dire, ben oui, c'est très bien tout ça, mais finalement, c'est quoi cette liberté pour les Deleuziens et bien voilà, on voit que la liberté, c'est pas quelque chose qui existe par soi. La liberté, c'est toujours une conquête, et elle est toujours intriquée, elle est toujours entremêlée, entrelacée de pouvoir, de codification, de limites, de strates, hein, et que la liberté ne peut pas être ni un état, ni résider dans des principes, comme les droits, ou des droits comme les droits de l'homme et toutes ces choses-là. Tout ça, ça peut être retourné. Ce qui se passe un peu chez nous, où les droits de l'homme, on se demande s'ils ne sont pas là pour servir la vie, pour l'empêcher de s'inventer, de se renouveler, tant ces droits sont utilisés pour bloquer les situations. Donc voilà, on est dans quelque chose de très difficile. La leçon de tout ça, hein, c'est que la liberté est une conquête. Tout est toujours à recommencer. Et au XVIIIe, ils ont inventé des formes de liberté contre ce qui les opprimait. Mais c'est pas parce qu'ils ont inventé ça que ça a une validité universelle permanente et que c'est la fin de l'histoire. On voudrait nous faire croire que la démocratie et les droits de l'homme, c'est la fin de l'histoire humaine, alors qu'ils sont en train de se retourner contre eux-mêmes, de se rigidifier, de devenir des doctrines. Voilà. Tout est à recommencer, et c'est à nous, à chaque époque, à inventer les nouvelles formes de liberté, à tracer les nouvelles lignes de fuite. Donc ça veut dire que la liberté, elle est fragile, elle est toujours intriquée avec de la non-liberté avec laquelle elle est en lutte, des pouvoirs, des stries, des limites, des striages, etc. Mais on ne doit pas désespérer ou tomber dans un certain type de relativisme, comme on pourrait le croire. Pourquoi? Mais parce que les sociétés humaines ne marchent pas. Elles n'ont jamais marché. Ça ne marche jamais. Ça marche en gros comme ça. Mais ça n'arrête pas de se détraquer de partout. Ça fuit par tous les bouts, comme il dit Deleuze. Ça fout le camp. Et il y a tout un travail pour essayer de replâtrer les choses, pour essayer de faire que ça fonctionne un peu ou un peu mieux. Mais pendant qu'on fait ce travail, en même temps, s'ouvrent de nouvelles formes de liberté, de contestation, si vous voulez, des brèches nouvelles dans les institutions. Et donc l'espoir est permis, puisque pas plus que la liberté n'est donnée non plus l'ordre parfait et la mesure
et que tout est toujours en chantier, en permanent et en lutte. Alors, ce livre, ben voilà, nous aide à prendre conscience de ça et à nous encourager peut-être à trouver des nouvelles lignes de fuite pour la société présente qui est la nôtre et qui n'est pas drôle.